Et la fois dernière, nous avons déjà expliqué ce que c'est que l'encapsulation. Nous avons expliqué, nous avons défini ce que c'est qu'une classe. Nous avons également défini, dans la classe, il y a les notions de méthode. C'est quoi une méthode? C'est quoi l'envoi d'un message dans la programmation orientée objet? Nous avons également défini la notion de constructeur. On a dit qu'un constructeur, c'était une méthode qui permettait d'initialiser les, les attributs de la classe. Okay? Donc, ça permet d'instancier un objet. Si vous prenez la classe automobile et qu'on veut créer une instance d'automobile, on dira qu'une Renault est une automobile. Donc, euh, lorsque vous définissez les classes, vous définissez en fait la liste des attributs et des méthodes. En fait, vous précisez les attributs et les méthodes que les futurs objets de la classe vont posséder. Okay? Donc, dans le constructeur, je peux initialiser les valeurs par défaut. Dans un constructeur, je peux passer les paramètres à cette fonction-là, cette méthode pour initialiser. Donc, il y a différents types, il y a différentes façons d'écrire les constructeurs. Quand nous allons aborder le langage Java, nous verrons les différents constructeurs qu'on pourra écrire. Mais vous devez simplement retenir qu'un constructeur va permettre de créer un objet. Ça, c'est ce que nous avons vu séance dernière. J'espère que vous voyez ce que j'ai partagé là. Si c'est Oui, monsieur. OK. Là, c'est tellement... OK, donc... Donc, objet terminé, encapsulation terminée, classe. Nous allons définir c'est quoi l'héritage. Ainsi, après avoir défini l'héritage, nous allons présenter le polymorphisme. Donc, la notion d'héritage est une notion qui est rattachée à la notion des classes, OK? Notion rattachée aux classes. L'héritage permet de construire une classe à partir d'autres classes. J'ai une classe A et je voudrais construire la classe A, par exemple, à partir de la classe B. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réalise cela? Nous avons l'héritage simple. Voici un exemple d'héritage simple où vous avez la classe véhicule. On va dire la classe véhicule a le genre, l'immatriculation, propriétaire. Ça sont les attributs ou bien les propriétés de la classe véhicule. Et à s'arrêter, avancer seront considérées comme des méthodes. Nous avons dit les méthodes décrivent le comportement. Qu'est-ce qu'un objet de la classe peut réaliser? Okay. On utilise les méthodes pour décrire le comportement des objets, tandis que les attributs sont utilisés pour sauvegarder les données manipulées par ces objets-là. OK, donc supposons que vous avez une classe véhicule et deux classes automobile et camion. Okay. Ce genre d'héritage veut tout simplement dire qu'automobile est un type de véhicule et camion est un type de véhicule. Donc, lorsque vous dites est un type de, euh, cela voudrait dire que si l'on prend une instance d'automobile, OK, donc si je prends une instance d'automobile, alors cette instance d'automobile est également une instance de véhicule. Okay? Si vous prenez une instance de camion, on veut dire que cette instance de camion est également une instance de véhicule. Okay? Mais, ouais, c'est simplement ça. Donc, camion est un type de véhicule, automobile est un type de véhicule. Ce qui se passe avec ça, c'est que lorsque vous définissez camion comme étant
une classe qui hérite de véhicules, alors cela voudrait dire que camion aura automatiquement tous les attributs de la classe véhicule en plus de ses propres attributs. Okay? Avec la classe camion va avoir non seulement l'attribut tonnage, l'attribut, la méthode type de chargement, mais camion aura également l'attribut genre immatriculation, propriétaire, les méthodes s'arrêter et avancer. Ce qui veut dire que la classe camion spécialise la classe véhicule. Donc, camion est un cas spécial des véhicules. On va dire que camion spécialise la classe véhicule, tandis que la classe véhicule généralise les classes camions et les classes automobiles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. On va dire véhicule, OK? La classe véhicule généralise les classes automobiles et camions, OK? Tandis que camion spécialise la classe véhicule. Okay? Donc, voici les termes qui seront utilisés. Ça fait que camion aura non seulement ses propres attributs, mais aura accès aux attributs de la classe véhicule. Il en est de même des méthodes. Il y a une façon de faire en sorte que camion ne puisse accéder qu'à des attributs bien définis. C'est-à-dire que si je veux que camion accède uniquement à agent et que camion n'accède pas à immatriculation, il y a une façon de faire. Mais de façon par défaut, camion va hériter de tout ce que sa classe mère possède. On dirait également que la classe véhicule est la classe mère. OK? Et puis, camion est considéré comme la classe fille. Donc, vous allez parfois voir dans d'autres documents, on parle de classe fille et de classe mère. Donc, ça, c'est la classe fille. Ça, c'est la classe fille. Automobile et camion sont des classes filles. Véhicule sera considéré comme la classe mère. OK? Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a à dire là sur... J'espère que vous avez saisi ce que j'ai dit là. Oui, monsieur. Donc, automobile et camion héritent. On dit également dérive des véhicules. Okay? Donc, héritage, c'est égal à la dérivation. On peut également dire camion dérive de véhicules. La classe dont on dérive est dite la classe de base ou la classe mère. Ici, la classe de base ou la classe mère. Les classes obtenues par dérivation sont dites les classes dérivées ou bien les classes filles. On parle de classe de base, classe dérivée, classe mère ou bien classe fille. L'héritage permet de reprendre intégralement tout ce qui a été fait et de pouvoir l'enrichir. Okay? Donc, l'héritage va reprendre tout ce que la classe mère possède et l'enrichir par des attributs qui sont spécifiques à la classe fille. Par exemple, le camion aura le tonnage, tandis que l'automobile n'aura pas le tonnage. Mais les deux classes partagent ces attributs communs à leur classe mère. Donc, on va utiliser les classes mères lorsqu'on veut regrouper plusieurs attributs. Supposons que vous êtes en train de décrire, par exemple, les étudiants et le personnel. J'ai une classe étudiant et une classe personnelle. Le personnel et l'étudiant auront forcément des attributs comme si vous prenez le nom, le prénom ou bien le nom, que tu sois étudiant ou bien tu sois personnel, tu as forcément un nom, tu as un prénom. La date de naissance sera commun un attribut commun aux deux classes. Si vous, par exemple, l'adresse, c'est vrai que l'adresse des étudiants, OK, que tu sois personnel ou bien un étudiant, tu as forcément une adresse, donc l'attribut adresse peut être commun. Donc, on va regrouper au sein d'une classe personne,
par exemple, ces attributs qui sont communs aux, aux deux classes. Et maintenant, dans chaque classe fille, la classe personnelle, on va spécialiser la classe euh, personne dans la classe personnelle en listant uniquement les attributs qui sont spécifiques à la classe personnelle. Donc, un personnel aura sûrement son salaire, par exemple, et le taux d'avancement, c'est des choses qui sont spéciales à, au personnel, tandis que l'étudiant aura sûrement une information sur sa filière, la date à laquelle il est entré, son niveau, ainsi de suite. Ouais. Ces attributs ne sont pas partagés avec la classe personnelle. Donc, dans la plupart du temps, on va utiliser l'héritage afin de généraliser les classes. C'est pourquoi on dit la classe mère généralise les classes filles, tandis que les classes filles spécialisent la classe mère. Donc, l'héritage, une sémantique forte. OK, c'est une notion. L'héritage, une sémantique forte. Lorsqu'une classe B hérite d'une classe A, les objets de B seront considérés aussi comme une sorte d'objet A. Et l'héritage entre classes traduit la sémantique est une. Une automobile est une sorte de véhicule et la classe automobile hérite de la classe véhicule. OK, lorsqu'une classe B hérite d'une classe A, les objets de B seront considérés comme une sorte d'objet A. Si vous dites B hérite de A, ça veut dire que les objets de A sont considérés comme une sorte de B, exactement comme nous l'avons dit ici. Si camion hérite de véhicule, ça veut dire que camion est un type de véhicule. C'est tout simplement ce que la phrase là voudrait dire ici. Donc, voici la syntaxe en Java. Automobile, externe, véhicule. OK, camion, externe, véhicule. Donc, on aura cette information-là. OK. Donc, si une classe A hérite d'une classe, si une classe B hérite d'une classe A, alors tous les objets de B sont forcément des instances de A, OK? Mais toutes les instances de A ne sont pas forcément des instances de B, c'est-à-dire que l'inverse n'est pas vrai, OK? Donc, c'est pourquoi on dit une sémantique forte. C'est-à-dire que je peux aller de B vers A, mais je ne peux pas toujours aller de A vers B. C'est le sens de... C'est-à-dire que si je prends toute automobile est un véhicule, mais tout véhicule n'est pas un automobile, en d'autres termes, c'est ça. Donc, c'est une sémantique forte. L'automobile est forcément une instance. Toute automobile sera une instance de véhicule, mais toute instance de véhicule n'est pas forcément un automobile. C'est pourquoi, lorsque vous allez écrire, par exemple, vos méthodes et que vos méthodes prendront en paramètre un véhicule, alors vous pourrez passer à ce paramètre-là un objet de type automobile. Ça va marcher. Mais si votre méthode prend en paramètre un automobile, alors vous ne pourrez pas passer une instance de type véhicule. J'explique ça par cet exemple-là. Supposons que j'ai un véhicule V, n'est-ce pas? Et puis, j'ai automobile A. Si vous avez une méthode, si vous avez déclaré votre méthode, par exemple, comme ça, et vous dites votre méthode prend en paramètre un véhicule donné, OK? Par exemple, vous avez défini votre méthode de cette façon-là, OK? Donc, ça, c'est la définition d'une méthode. Bon, j'ai mal écrit, là, je veux dire. OK. Donc, vous avez votre méthode qui prend en paramètre un véhicule.
cette méthode-là, je peux l'appeler en passant en paramètre V, parce que V est un véhicule. Je peux également l'appeler en passant en paramètre A. Pourquoi? Parce que A est défini comme étant un automobile, comme une variable automobile. Okay? Et nous avons dit tout instant d'automobile est également un véhicule. Un peu. Donc, je peux passer en paramètre A. Mais par contre, si je définis ma méthode, si je définis une méthode, une deuxième méthode qui prend en paramètre automobile, alors je ne pourrais pas appeler cette méthode-là en passant en paramètre je peux pas passer en paramètre V, ça c'est incorrect, mais je peux appeler avec A. Okay. Alors, okay. Donc, ceci est possible, mais l'appel méthode 2 n'est pas possible. Ceci n'est pas possible. Monsieur, j'ai une préoccupation, monsieur. Oui. Bon, monsieur, est-ce qu'on peut avoir l'héritage sur l'héritage? Donc, c'est-à-dire, j'hérite d'un père et moi aussi, à mon tour, je génère un autre héritier. Oui, c'est possible. Vous pouvez avoir plusieurs, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une arborescence. C'est même comme ça que Java est défini. Java, à la base, la classe principale à la base de Java, c'est la classe objet. OK? C'est la classe objet. La première classe qui est à la racine de la classe, de toutes les classes Java, c'est la classe objet. Et toutes les autres classes vont hériter. Donc, vous avez en fait une arborescence, c'est-à-dire que classe A, disons peut-être classe C, extend la classe B, tandis que la classe B va peut-être extendre la classe A. Par exemple, A va extend une classe, disons, ce qui se passe avec une telle architecture, ça veut dire que classe A aura les attributs de classe Q. La classe B aura non seulement les attributs de la classe A, mais également les attributs de la classe Q. Et la classe C aura les attributs de la classe B, de la classe A et de la classe Q. Donc, les attributs vont se propager de la classe de base jusqu'à la classe fille. Okay? Mais si vous avez une structure assez longue comme ça, ce n'est pas aussi conseillé parce que vous pouvez rapidement vous perdre dans votre héritage. Normalement, on permet dans un projet, lorsque vous avez un niveau d'héritage à 2, c'est déjà suffisant. Et quand vous allez déjà jusqu'à 3, à 4, vous devez repenser votre conception, okay, la façon dont vous allez modéliser. Au-delà de 3, ce n'est plus, c'est pas encourageant puisque vous pouvez facilement vous perdre dans cette architecture-là. Il faut vraiment qu'il y ait le besoin pour aller jusqu'à une architecture de 3 ou 4. OK. D'accord, monsieur. OK. Ça, c'était la sémantique forte, donc l'explication de ce que c'est que la sémantique forte. La spécialisation des méthodes. Il y a aussi la notion de spécialisation des méthodes. On considère deux classes liées par l'héritage. Par exemple, la classe employé, classe manager externe employé. Souvent, une méthode est définie dans la classe de base, c'est-à-dire que la classe mère, mais a besoin d'une affinité, a besoin d'être affinée dans la classe dérivée.
On a par exemple employé, et puis on dit calculer prime, manager externe, employé, calculer prime. OK, on peut avoir des spécialisations des méthodes. Une méthode spécialisée va redéfinir le comportement de la méthode. OK? On spécialise une méthode qui a été déclarée dans la classe mère. Ici, vous avez l'exemple de la classe employé. La classe manager externe la classe employé. Ça veut dire que la classe manager hérite d'employés. Okay. Maintenant, il y a une façon générale de calculer les primes pour un employé. Cette méthode-là sera écrite dans la classe employé. Okay. Et le nom de la méthode, c'est calculer prime. Mais pour calculer prime, n'est-ce pas? La prime d'un manager, le code peut être différent de calculer prime dans le cas d'employé. Dans ce cas, vous avez le droit de redéfinir cette méthode dans la classe fille. On parle de spécialisation, okay, ou bien de redéfinition. La condition, c'est qu'il faudrait que votre classe soit identique, votre méthode, que vous ayez le même nom. Donc, peut-être calculer prime, la même signature. Il va avoir la même signature. Pourquoi on parlait de spécialisation ou bien de redéfinition. OK? Ça, ce n'est pas la surcharge. Nous allons revenir plus tard sur ce que c'est que la surcharge. Donc, ça, c'est la redéfinition. Lorsque, dans une structure d'héritage, nous avons une classe, nous avons une méthode qui redéfinit le comportement d'une méthode héritée de la classe mère. On dit que c'est la spécialisation. Okay? Par contre, la surcharge est faite à l'intérieur d'une même classe. Okay? La surcharge va peut-être consister, la surcharge ici va consister à dire, je peux avoir calculé prime sans argument et je peux avoir un autre calculé prime, comme ça, calcul prime, qui prend en paramètre, disons peut-être un taux, OK? Ouais. Là, vous êtes dans la classe manager, vous avez écrit une méthode qui s'appelle calculer prime qui ne prend pas d'argument. Vous avez écrit une autre méthode qui prend un argument. On va dire que ce que vous avez fait là, vous avez fait la surcharge de la méthode calculer prime. Donc, une surcharge veut dire que vous êtes en train de changer la signature de la méthode dans une même classe. Tandis que la redéfinition ou bien la spécialisation consiste à spécialiser une méthode de la classe mère. Donc, la spécialisation intervient dans le cadre de l'héritage. Donc, quand j'ai l'héritage, c'est là où on parle de spécialisation parce que je spécialise à calculer plus. Mais surcharge, c'est lorsque j'écris la même méthode dans ma classe, mais je change de signature. OK? Vous devez changer de signature. Changer de signature veut dire soit j'ajoute des arguments, soit je change le type de retour. C'est ça, changer la signature de votre fonction. Maintenant, le compilateur saura automatiquement que vous êtes en train de faire appel à cette méthode lorsque il verra des arguments. Lorsqu'il verra des arguments, il sait qu'il doit exécuter cette méthode-là. S'il ne voit pas des arguments, il sait qu'il doit exécuter cette méthode-là. Ceux qui viennent du monde de Python, en fait, en Python, ce qui se passe, c'est vous allez définir juste une méthode comme ça, calculer prime, et vous allez dire, par exemple, la variable taux est peut-être initialisée à non. Ça fait que si j'appelle calcul prime en passant le taux, il va exécuter le code avec la variable taux. Et si j'appelle calculer prime sans passer l'argument taux, il va considérer calculer prime sans argument. Donc, pour ceux qui viennent du monde Python, on va réaliser ça en utilisant les arguments nommés. Okay? Si vous êtes sur Python, on utilise les arguments nommés. Mais si vous êtes sur Java, en fait, on utilise juste le même nom, mais avec des arguments qui sont différents. Je ne sais pas si vous avez bien compris
la différence entre surcharge et puis spécialisation, ou bien spécialisation, ou bien redéfinition. Dans certains documents, on parle de redéfinition. S'il vous plaît, monsieur, si vous pouvez encore redéfinir spécialisation, monsieur, je n'ai pas tout noté. Spécialisation intervient dans le cadre de l'héritage. OK? Spécialisation ou bien redéfinition consiste à redéfinir le comportement d'une méthode définie dans la classe mère. OK? Ça intervient dans le cadre de l'héritage et le but est de changer le comportement de la méthode telle qu'elle a été écrite dans la classe mère. On dit que regardez bien que les deux méthodes doivent avoir la même signature. Donc, dans la redéfinition, de la spécialisation, les deux méthodes doivent avoir la même signature. Donc, les deux méthodes calculées prime et de ces deux classes ont la même signature. On dit que la méthode calculée prime spécialise la méthode calculée prime de l'employé. C'est ça. Calculer prime est une méthode qui spécialise la méthode de la classe mère. Donc, le but est de redéfinir le comportement d'une méthode écrite dans la classe mère. C'est bon? Monsieur, c'est bon, monsieur. Polymorphisme. Polymorphisme est une liaison dynamique. OK? Le nom de la méthode calculée prime dénote alors deux codes distincts. OK? Donc, vous allez vous rendre compte que calculer prime a la même signature, mais le code est distinct. La question qui se pose, c'est de savoir comment le compilateur saura qu'il est en train d'exécuter ce calculer prime ou bien ce calculer prime. Puisque nous avons dit que manager est un type d'employé. OK? Comme manager est un type d'employé, si je fais manager.calculer prime, le compilateur se retrouve avec deux méthodes à exécuter puisque manager va hériter de calculer prime qui a été déclaré par employé et manager a réécrit sa propre méthode calculer prime. Donc, c'est là où le polymorphisme intervient. Okay? Donc, le polymorphisme, on utilise le polymorphisme à l'aide d'une référence d'objet de classe de base. Par exemple, on écrit en Java. OK, ici, on parle de polymorphisme lorsqu'on a plusieurs implémentations d'une même fonction, d'une même méthode. Autrement dit, l'identification calculée peut représenter plusieurs formes. Poly signifie plusieurs. Morphisme signifie forme. Okay? Donc, on a polymorphisme, plusieurs formes. Polymorphisme, plusieurs formes. Donc, vous avez quelque chose qui se présente sous plusieurs formes. Donc, calculer prime va se présenter sur plusieurs formes. C'est pourquoi on parle de polymorphisme. On parle de polymorphisme lorsque vous avez plusieurs implémentations d'une même méthode. Donc, polymorphisme, c'est plusieurs implémentations d'une même méthode. Donc, il nous reste moins de 10 minutes là, avant que Zoom ne s'arrête. J'espère qu'on aura terminé le polymorphisme. On utilise le polymorphisme à l'aide d'une référence d'objet de classe de base. C'est important de noter qu'on utilise la classe de base pour profiter du polymorphisme. On utilise la classe de base. Par exemple, on écrit en Java, employé E est égal à new employé. C'est pour ça qu'on déclare un objet et E.calculer prime va lancer la méthode calculer prime de la classe employé. Mais si vous faites employé E égale à new manager, regardez la différence ici. Ouais, la différence ici, c'est je déclasse ceci comme étant new employé. Ici, je déclasse I comme étant new manager. Et pourtant, à la base ici, j'ai employé.
Donc, si vous déclarez votre classe fille en utilisant une instance de la classe fille, ça m'ensemble, vous allez exécuter la méthode de la classe fille. Mais vous pouvez également déclarer employé comme étant un manager, parce que nous avons dit qu'un employé, une classe fille, est une instance de la classe de base. Je peux déclarer employé comme étant... Je peux déclarer manager comme étant un employé. Okay? Parce que manager est une classe fille d'employé. Mais lorsque je ferai calculer prime, alors il va lancer la méthode calculer prime de la classe fille. Et ici, il lance calculer prime de la classe mère. Donc, si vous instanciez votre objet avec la classe de base, alors il va exécuter le code de la classe de base. Si vous instanciez avec la classe fille, il va exécuter le code de la classe fille. Okay? Donc, on utilise la classe de base pour prendre avantage du polymorphisme. Okay? Un des avantages de ceci est de pouvoir utiliser une seule référence E. Okay? Vous voyez, l'avantage, c'est d'utiliser une seule référence E de la classe employé pour référencer un employé ou un manager. C'est possible car un manager est un employé. Nous avons dit cela. Okay? Puisque un manager hérite d'employé, ça veut dire qu'un manager est un type d'employé. Le polymorphisme est une liaison dynamique. Le gros avantage du polymorphisme est de pouvoir référencer des objets sans connaître leur classe véritable au moment de la compilation. Au moment de la compilation, je ne sais pas quelle sera la classe la classe spécialisée. Okay? Et je ne pourrais pas à l'avance connaître quelle est calculer prime qui sera exécutée. C'est-à-dire que on ne peut pas connaître à l'avance quel sera le code calculer prime parce que eux peuvent être à la fois un manager, eux peuvent être à la fois un employé, eux peuvent être un autre personnel. Toute classe qui hérite d'employé peut être définie comme étant eux. Et quand vous faites calculer prime, vous ne saurez pas quel calculer prime sera exécuté jusqu'au moment de... En fait, vous ne savez pas quel calculer prime vous avez appelé jusqu'au moment de l'exécution. C'est parce que lorsqu'on va exécuter, on va créer un objet et on saurait effectivement si cet objet est un manager, si cet objet est un personnel, et ainsi de suite. Mais lors de la compilation, tout ça, vous ne pouvez pas dire au départ quelle est la méthode qui sera appelée. C'est pourquoi on dit polymorphisme est une liaison dynamique. Okay? Parce que si je vous donne employé E et je vous dis E.calculer prime, vous ne savez pas quel calculer prime sera exécuté. OK. Donc, ça permet d'utiliser une seule variable et de faire abstraction des différentes implémentations. C'est lors de l'exécution que la méthode correcte sera exécutée. OK. Comment est-ce que le compilateur saura que c'est calculer prime de manager? C'est lorsqu'il va examiner le type de la classe. Okay. Lorsqu'il sait que cette classe-là spécialise, lorsqu'il saura que cette variable est un manager, il va exécuter le code de manager. On peut ainsi écrire un code comme voulez-vous créer un manager ou un employé? Et la personne lit la réponse et on dit directement calculer prime. On ne sait pas si la personne va dire je veux créer un manager. Si la personne a dit qu'il veut créer un manager, calculer prime va exécuter calculer prime de manager. S'il dit qu'il veut créer un employé, calculer prime va appeler calculer prime d'employé. Vous voyez que avec un tel code, nous ne sommes plus dans le cas de la procédurale où il fallait récupérer le type que l'utilisateur aura choisi, passer en argument et puis dire si le type choisi est un manager, alors calculer prime de manager
si le type est un employé, alors calculer, tu vois un peu. En fait, on fait abstraction de tout ça. En fait, ça, c'était l'approche procédurale. Dans l'approche objet, on prend avantage du polymorphisme en disant, tiens, manager et employé ont tous deux la méthode calculée prime. Donc, peu importe ce que eux, si eux est un employé, tant mieux, je vais dire E point calculé prime. Si eux est un manager, tant mieux, E point calculé prime. Et lors de l'exécution, Java saura exactement quel calculé prime appeler. C'est ça un peu l'avantage de calculer, l'avantage du polymorphisme. Okay? Donc, au moment de la compilation, le compilateur ne sait pas si la méthode calculée prime de la classe employée ou celle de... Il ne sait pas si c'est la méthode calculée prime de la classe employée ou celle de la classe manager qui sera lancée. Cela dépend en fait du choix de l'utilisateur du programme au moment de l'exécution. Okay? Autrement dit, la liaison entre l'identificateur calculé prime et le code à lancer est déterminée à l'exécution du programme, suivant le choix de l'utilisateur du programme. On dit alors que la liaison est dynamique parce que l'identification est réalisée lors de l'exécution de votre code. Donc, c'est durant l'exécution. Remarquez que si E refaire un manager, l'appel de la méthode E.calculer prime de la classe employée n'est pas fait, sauf si mentionné explicitement par le programmeur dans le code de la méthode calculer prime de la classe manager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en train de spécialiser une méthode, alors la méthode mais n'est pas appelée. Ça veut tout simplement dire ça. Donc, si manager spécialise la méthode calculer prime, je n'appelle pas calculer prime avant d'exécuter ma méthode spécialisée. Maintenant, le programmeur peut, de façon explicite, faire appel à la méthode de la classe mère avant de poursuivre. Okay? Cet appel se fera, par exemple, dans le corps de la classe, vous pouvez dire super.calculer calcul prime. Donc, si vous appelez, si vous faites super.calcul prime, alors c'est à ce moment qu'il va exécuter la méthode de la classe mère. Mais par défaut, une classe spécialisée ne fait pas forcément appel à la classe, à une classe, à la méthode de la classe mère. OK? Mais ceci n'est pas vrai pour le constructeur. Dans un constructeur, OK, un constructeur pour la classe fille doit faire appel au constructeur de la classe mère. Donc, si ici j'ai mon constructeur manager, OK, alors ce constructeur-ci doit appeler le constructeur de la classe mère en faisant super. Donc, ça, c'est obligatoire d'ajouter ceci. Mais pour le cas des méthodes, ce n'est pas une obligation. Okay? Donc, les méthodes n'appellent pas forcément les méthodes de la classe, mais les constructeurs doivent appeler les constructeurs de la classe. Mais c'est ce qui est dit